Ce soir, Full Metal Jacket, le film de guerre, c'est quelque chose de très important dans l'œuvre de Kubrick, la thématique de la guerre. Kubrick a cette particularité que vous avez sans doute remarqué d'être un cinéaste à la fois un grand maître, on le classe parmi les grands maîtres parce qu'il a su tirer de ses films une universalité, une ampleur dans le propos incroyable, mais il partait du cinéma de genre beaucoup. Il a beaucoup exercé son talent sur des genres définis, déjà beaucoup traités avant lui, mais la guerre, la thématique guerrière a une place tout à fait particulière dans son œuvre. Il a fait un film d'horreur, un péplum, un grand film de science-fiction, mais il a fait plusieurs films d'abord, où la guerre est au centre de son sujet. D'abord le tout premier, qu'il a renié, qui est difficile à voir, Fear and Desire, qui entretient certaines relations en termes de scénario avec Full Metal Jacket. On y suit également des soldats perdus au milieu d'un conflit, il y a des points communs. Un autre très grand œuvre qui se passe dans un contexte de guerre important, c'est bien sûr Les Sentiers de la Gloire, puis Full Metal Jacket. Et au-delà de ces trois films, on retrouve l'importance de la stratégie, de la bataille, de l'homme en guerre dans beaucoup de ces films. La première partie de Barry Lyndon, on va suivre tous les exploits guerriers de Raymond Barry pendant toute la première partie du film. Spartacus, effectivement, c'est important. Puis, de toute façon, ça, par pointillé, même dans certaines scènes présentes, Alex dans Ange Mécanique se rêve dans des conflits historiques. Et puis, jusqu'au Singe de 2001, puisque la première chose qu'ils font lorsqu'ils ont l'intelligence, c'est d'utiliser l'outil pour aller frapper et fracasser le crâne de la tribu hostile et voisine. Donc, cette thématique de l'homme en guerre, ça l'a toujours beaucoup fasciné, parce qu'il était évidemment fasciné par, il le disait toujours, moi ce qui m'intéresse, j'adore les films de Capra, j'aimerais que la vie soit comme dans un film de Capra, mais malheureusement l'homme n'est pas comme ça, et moi je suis quelqu'un de lucide. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, ça veut dire que je ne suis pas misanthrope, mais je montre l'homme tel qu'il est. Et des aspects qui le fascinait, c'était lui-même dans son travail, quelqu'un fasciné par la technique, par la nouveauté, c'est l'intelligence de l'homme, c'est son haut degré de civilisation, et le fait que malgré tout ça, ses instincts primaires, la violence qui est en lui, s'exerçait toujours et finissait par le détruire ou l'autodétruire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toute son œuvre. Et un des aspects de la violence humaine qui le fascinait le plus, c'est la violence organisée, institutionnelle. Et une de ces formes, c'est bien sûr la guerre. Donc, voilà, il s'intéressait à ce sujet sous cette forme-là. Alors, Full Metal Jacket, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Vous savez qu'il travaillait beaucoup. C'est pas parce qu'il a livré peu de films qu'il ne travaillait pas, c'est parce qu'il avait beaucoup de sujets, qu'il était très maniaque, qu'il cherchait énormément avant de trouver un sujet qui vaille le coup. Et il pense à adapter en tout cas un roman ou un sujet guerrier. Il ne pensait pas forcément au Vietnam au début, dès 1980, donc dès l'époque de la sortie de Shining. Et il fait comme il fait toujours, c'est-à-dire qu'il va lire énormément, sans exclusive. Voilà, Kubrick, c'est quelqu'un qui dit je vais dans une librairie, je prends des chefs-d'œuvre, des romans de gare, toutes sortes de livres au statut très divers, et on le retrouve dans ses films. Il a adapté des films, des livres d'auteurs très variés. Il ne cherchait pas forcément des chefs-d'œuvre, mais il cherchait des sujets dignes pour lui d'une adaptation, digne d'être traités. Et il va finir par tomber sur un roman de Gustav Hasford, The Short Timers, le merdier en français, qui était un roman très documenté. Gustav Hasford avait été correspondant de guerre au Vietnam, et il avait tiré une fiction, le roman met en scène, décrit des personnages fictifs, mais c'est un film très documenté de quelqu'un qui a vécu le front et la guerre du Vietnam. Donc il se dit, voilà encore un sujet qui me titille, aussi pour la forme, c'est bien sûr le sujet l'intéresse, mais il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer esthétiquement et formellement. Et il va travailler avec un co-scénariste, c'était une autre particularité de Kubrick, en dehors du fait de pratiquement toujours adapter des romans du matériau préexistant, de ne pas jamais pratiquement écrire de scénarios originaux, à part ses deux premiers films. Il va travailler avec Michael Herr, qui est, comme Gustav Hasford, un ancien correspondant, un ancien journaliste, qui avait également couvert le Vietnam pendant un an pour la revue Esquire, qui est un magazine très connu aux États-Unis, et qui lui aussi avait écrit un roman, Dispatches, mais ce n'est pas celui-là qu'il adapte, il adapte le merdier. Et il va travailler avec lui
Kubrick considérait, c'est une de ses grandes originalités dans son approche du scénario, qu'il n'y avait pas besoin d'être 36 scénaristes, donc le pool de scénarios hollywoodiens qui travaillent et chacun donne son idée, ça ne l'intéressait pas. Lui, il était l'homme de l'art, hein, il était du cinéma et ça ne l'intéressait pas de travailler avec d'autres scénaristes. Il aimait travailler avec des gens qui ne venaient pas de ce milieu, donc il va pratiquement toujours collaborer avec des gens extérieurs au studio, donc principalement des romanciers, des journalistes, des essayistes, voilà, dont il a lu des livres, dont l'esprit l'intéresse. Il pense que ça va être fructifiant et que ça va permettre de faire des échanges intéressants. Donc il va travailler avec Michael Eyre sur le roman de Gustav Hasford. Et ce qui l'a attiré au départ dans le merdier, dans The Short Timers, c'est le fait que Gustav Hasford évacuait la dimension idéologique, politique, pour vraiment s'intéresser aux faits de guerre. Qu'est-ce que c'est que recruter des Marines, les entraîner, les envoyer au front? Avec une sécheresse, une rigueur qui, évidemment, l'enchantait, qui correspondait à sa vision des choses, qui ne versait ni dans le sentimentalisme, ni forcément dans un propos, en tout cas de manière directe, par exemple anti-guerre ou pacifiste, pas spécialement. Alors, vous tirez vous-même vos conclusions en voyant le film, mais Kubrick, lui, n'a jamais dit qu'il avait fait spécialement un film anti-guerre. J'ai fait un film sur la guerre. À vous d'en tirer les conclusions qui sont assez évidentes, mais effectivement, c'est au spectateur de faire ce travail. Hein, c'est ce qui fait que souvent, quand on sort un film de Kubrick, on se sent un peu plus intelligent qu'avant. Bon, ça dure pas très longtemps, mais sur le coup, c'est quand même très agréable. C'est que voilà, c'est nous qui sommes confrontés face à ces horreurs humaines, et voilà, il ne fait pas la leçon. Il montre les choses telles qu'elles sont. En tout cas, c'était sa vision des choses, qui n'était pas forcément sa vision personnelle comme citoyen, mais comme artiste. C'est ça qui l'intéressait dans tous ses projets. Donc, The Short Timer, c'est aussi au-delà de la thématique. Il disait souvent avec provocation que le sujet est presque accessoire. Quand on voit la cohérence quand même de son œuvre, on se dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'était aussi le challenge technique, esthétique qui l'intéressait. Comment repousser certaines limites, traiter un sujet différemment qu'il ne l'avait été. En tout cas, le faire à sa façon, à la Kubrick. Et souvent, ce qui explique que ces films sont un peu uniques et qu'il n'a jamais vraiment d'héritier. Il peut être très admiré, mais on ne refait pas spécialement un film comme Kubrick après lui. Il emprunte définitivement, il met définitivement sa marque. Sur le Full Metal Jacket, bon, ce serait trop long de voir tous les aspects du film, tellement tous les magasins sont très bien remplis, la photo, la musique, le travail de documentation. Pour tous ces films, Kubrick a énormément travaillé, c'est pour ça qu'il mettait beaucoup de temps. D'abord, il y a les films qu'il n'arrivait pas à achever, dont 2 sont des films de guerre, hein, sont Napoléon et Ariane Papers, qui se passaient pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient encore des projets de films sur la guerre, donc vous voyez l'importance. Mais quand le projet aboutissait, il mettait quand même plusieurs années à se faire. Il a réalisé des milliers de photos. Pour la bande-son, qui est un petit peu moins marquante, enfin, c'est pas le choc de 2001, au niveau des rapports entre l'image et le son, et qu'elle est très intelligente, très bien menée, qui, à travers des chansons pop, rock de Sinatra, Nancy Sinatra, des Rolling Stones, il va comme ça brosser l'époque et montrer un peu l'arrière-plan civil, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs. Et ça, c'est la bande-son qui nous le dit. Puis il y a toujours beaucoup d'ironie, mais je ne peux pas tout vous révéler parce que l'usage des chansons dans le film est très, très particulière. Donc pour choisir finalement 4, 5, 6, 7 chansons, c'est assez amusant, elles sont à peu près toutes des tubes, il aurait pu les trouver très vite, il a dû écouter à peu près toute la musique de l'époque. Mais il est finalement revenu à ses fondamentaux. Donc vous les reconnaîtrez aisément. J'insisterai sur les aspects esthétiques et sur les collaborations, plus particulièrement sur le travail du décor. Vous savez que Kubrick avait une particularité, c'est qu'il s'était installé à Londres, en partie beaucoup pour être indépendant de la pression des studios, des cadres des studios, même s'il était produit, distribué par les studios américains, par la Warner, mais aussi pour des raisons familiales. Il s'était installé là à l'époque de 2001. Voilà, il avait fait sa vie, il trouvait que l'environnement était très agréable en Angleterre. Donc pour toutes ces raisons, et parce que, disait-il, il n'aimait pas prendre l'avion, il a toujours voulu tourner ses films en Angleterre, quel que soit le sujet. Et là, il s'agissait quand même de faire un film qui se passe au Vietnam. Donc, on va faire le Vietnam voilà, dans la campagne anglaise, c'est pas un problème. Il va pour ça travailler avec Anton Furst, c'est un nom qui est peut-être pas très connu, qui a disparu aujourd'hui. C'était un très grand
un très grand décorateur qui a une carrière courte, qui l'avait remarqué, il avait travaillé sur La Compagnie des Loups de Neil Jordan, un conte gothique des années 80. Il a trouvé son travail extraordinaire, il était encore assez jeune, et il va l'embaucher sur Full Metal Jacket pour recréer quand même la ville de Hue, une des grandes villes du Vietnam, bombardée quelque part en Angleterre. Donc, ce qui était évidemment un challenge qu'il a accepté. Et il a eu quand même de grands honneurs, puisqu'Anton First, 2 ans après, gagnait un Oscar pour les décors du Batman de Tim Burton, un genre complètement différent. Ça montrait justement l'étendue du talent de ce monsieur. Et pour l'anecdote, mais qui est assez intéressante, alors il y a 2 parties distinctes, une partie dans un camp d'entraînement, qui était un vrai camp d'entraînement de Marines, mais basé en Angleterre. Donc là, on a vraiment utilisé des locaux qui étaient destinés à ça. Et puis, pour ce qui est donc du Vietnam, il y a la campagne. Donc il a fait importer des palmiers d'Espagne, des plantes en plastique de Hong Kong, des milliers, pour recréer l'ambiance autour des villes. Et plus particulièrement la ville de Hue, il a eu la chance de trouver une vieille usine désaffectée des années 30, qu'en fait on a détruit. Donc le travail de décor est un travail de destruction, et en utilisant des bâtiments préexistants, on crée une ville détruite sous les bombardements et avec le conflit. Et puis tout le travail de décoration qui fait qu'on était extrêmement précis. Ce n'est pas du tout fantasmé, hein. Là encore, grand travail de documentation de Kubrick. Anton First disait on ne peut rien dire sur notre reproduction de la ville de Hue, c'était tout à fait comme ça. Donc voilà, c'est assez étonnant cette manière qu'avait Kubrick d'être ce fameux démiurge qui pouvait créer comme ça, à partir de rien, dans des endroits insoupçonnés, des univers qu'on aurait pensé en décor naturel ou qui exigerait de voyager. Donc il l'a fait pour ce film. L'autre importance de ce décor, c'est qu'évidemment, Kubrick est avant tout un visionnaire, et c'est sa grande force, c'est-à-dire que tout en étant extrêmement précis sur des détails pratiques, très techniques, il n'y a pas une erreur dans les costumes, dans les armes utilisées, dans la reproduction de l'époque. Il va évidemment transporter tout ça. Et c'est la ville de Hue, c'est le Vietnam de Kubrick, comme Eyes Wide Shut, c'est le New York de Kubrick. Hein. C'est déjà à New York, ça n'a rien à voir avec Eyes Wide Shut, et pourtant on est complètement à New York. C'est le paradoxe. Et bien là, c'est pareil. Et il va, à sa façon, utiliser cet univers urbain pour transformer, vous verrez, le film de guerre en film d'horreur. On va se terminer dans l'enfer de Dante de façon extrêmement impressionnante. Je vous laisse le découvrir, comment il va faire ça. Il va créer sa propre vision à travers une rigueur historique absolue, mais à travers toutes les armes du cinéma qu'il a à sa disposition. Quelques mots des acteurs, pour terminer. Enfin, on a bientôt fini. Pour casser un peu, c'est un peu comme la misanthropie de Kubrick, pour casser un peu le mythe sur Kubrick qui n'aime pas les acteurs, ou alors qui les a tellement fait travailler et suer, et mis dans des tels états que soit ça a brisé leur carrière, soit ils ont été bloqués dans un type de rôle. Bon, c'est quand même très exagéré quand on voit ça, quand on voit sa filmographie de très près. James Mason et Nicholson se sont quand même assez bien remis dans leur expérience avec Kubrick, ils ont fait autre chose après. Et puis il a quand même lancé même des carrières. Puis il a des fidélités, des acteurs qu'on retrouve de film en film. C'est particulièrement vrai pour celui-là. D'abord, vous allez peut-être reconnaître, si vous aimez les séries américaines de qualité, Vincent D'Onofrio, qui était dans une série de TF1 passé sur TF1 pendant plus de 10 ans, une des séries de New York Police Criminels, créée par Steven Bochco, qui suit plusieurs équipes. C'est ce personnage très massif, autant un peu grise, donc il faudra lui rajouter des cheveux et vieillir un petit peu, vous le reconnaîtrez, qui joue justement un détective particulièrement intelligent qui sait très bien cuisiner dans les locaux de la police de New York, c'est suspect. Là, il fait un rôle de simplet, de simple d'esprit, donc ça montre qu'il y a quelqu'un qui avait vraiment du potentiel. Et c'est quelqu'un dont la carrière était vraiment lancée par Kubrick, donc ça a été loin d'être un pétard mouillé pour lui. Et puis, il faut forcément parler de Lee Ermey. Alors pour ceux qui ont déjà vu le film, vous souviendrez forcément de l'inénarrable sergent Hartman. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le film, vous allez faire sa connaissance très vite. Lee Ermey est pour beaucoup dans la puissance du film, la puissance évocatrice du film, surtout dans la première partie. C'est quelqu'un qui a un parcours très particulier, parce que c'est un véritable sergent instructeur à la retraite de l'armée américaine. En fait, Lee Ermey avait d'abord une grande connaissance du terrain, il a couvert plusieurs conflits, il a été à l'armée, il a été blessé, il a fait le Vietnam. Après, il a
effectivement traîner des Marines dans les camps. Et puis il a pris sa retraite et il a eu affaire un peu avec le milieu du cinéma parce qu'il avait déjà été conseiller technique sur Apocalypse Now. Donc il avait déjà travaillé un peu avec l'industrie hollywoodienne, donc Kubrick avait entendu parler de lui. Il l'a fait venir pour avoir surtout des conseils techniques. Voilà. Et un autre acteur, au départ, qui n'était pas tout à fait casté encore, devait interpréter ce rôle. Et Lee Hermel a dit un peu plus tard, il a confié, en fait, je voulais vraiment le rôle. Donc j'ai décidé d'en mettre plein la vue à Kubrick. Il faut déjà avoir un sacré courage pour impressionner Kubrick. Et il y est arrivé. En fait, il l'avait fait venir pour faire passer les vidéos de test des jeunes recrues. Que forcément, le sujet s'y prête particulièrement. Kubrick voulait des têtes inconnues, à part Matthew Modine, le héros du film qu'il avait repéré dans Birdie et qui voulait pour le rôle principal de Joker. Pour tous les autres jeunes acteurs, c'était un casting ouvert. Et Lee Hermel allait leur vociférer des insultes impossibles à la tête pour voir comment ils réagissaient, voilà, pour voir en tant qu'acteur comment ils réagissaient. Et Kubrick, en fait, a été tellement impressionné par ce travail qui était d'abord destiné à caster donc, les soldats, qu'il a décidé de lui donner le rôle. Et avec son pragmatisme parfois assez redoutable, il a dit « Je ne sais pas si Lee Hermel est le meilleur acteur au monde, mais aucun acteur n'aurait pu jouer le rôle comme lui. Donc je l'ai pris. » Et c'est lui qui interprète le rôle. Et l'histoire assez étonnante, avec ce monsieur quand même très particulier. J'ai vu récemment qu'il était candidat pour diriger la National Rifle Association, enfin, un conservateur un peu bon teint, assez particulier, en même temps quelqu'un qui a joué dans un film contre la peine de mort, donc quelqu'un un peu particulier, je pense assez riche, a fait une vraie carrière de cinéma. Et on l'a retrouvé alors, un peu dans des rôles qui correspondaient à... Vous pouvez donner libre cours à sa truculence. Il a quand même été le shérif du remake de Massacre à la tronçonneuse. Donc vous voyez ce genre de rôle. Mais il a aussi été, par exemple, le supérieur hiérarchique de Morgan Freeman et Brad Pitt dans Seven, donc un rôle aussi de policier, donc chose un peu proche de sa vie d'antan. Mais il a aussi été capable de jouer des rôles de composition. Et notamment, il a fait je me souviendrai toujours de sa bouleversante composition dans La Dernière Marche, Dead Man Walking, le film de Tim Robbins qui suivait le parcours de la sœur Hélène Préjean, qui avait, interprété par Susan Sarandon, qui avait comme ça suivi un condamné à mort. C'était un film qui était assez, franchement, contre la peine de mort aux États-Unis. Et lui jouait le père d'une des victimes du tueur fou, du tueur interprété par Sean Penn, donc un rôle tout à fait en intériorité, pas du tout... très très loin en tout cas de ce qu'il nous prouve ici. Voilà, et pour prouver à Kubrick qu'il pouvait lui-même prendre en charge ses dialogues, il avait envoyé une sorte de catalogue de toutes les insultes qu'il connaissait, toutes les humiliations qu'on pouvait faire envers les soldats, et voilà, une sorte d'encyclopédie universaliste des pires horreurs. Et Kubrick a dit, écoutez, piochez là-dedans et allez-y. Et il fait quand même partie des rares acteurs, avec donc, Peter Sellers et Jack Nicholson, auquel Kubrick a fait assez confiance pour leur permettre d'improviser sur le plateau. Donc il est quand même, pour quelqu'un qui n'avait jamais joué, il était quand même en bonne compagnie pour ce film. Voilà, on va terminer là-dessus. Simplement pour vous, voilà, c'est en lien tout à fait avec le discours fleuri du sergent Hartman, vous allez voir qu'il est un peu obsédé par les attributs masculins, est-ce qu'on est censé en faire quand on est un vrai mec. Vous allez voir qu'une des lectures, parce que Kubrick était aussi accusé un peu de misogynie, avec des femmes faibles ou inexistantes dans ses films. C'est tout à fait discutable, mais c'est autre chose. Mais sur ce film, effectivement, on voit peu de femmes, on voit surtout des prostituées, on parle beaucoup des pussies et tout ce qu'on peut faire. Le principe de domination masculine et surtout d'hyper-virilité, d'accomplissement de soi à travers la guerre, le fait d'avoir un fusil et de pouvoir tuer son voisin est un peu mis à mal, bien sûr, par les circonstances et par la dure réalité du terrain, comme vous pouvez vous en douter. Donc je vous laisse avec le Vietnam selon Kubrick, pas le Kubrick selon le Vietnam, mais aussi manifeste féministe un peu particulier, un peu tordu, un peu à la Kubrick, mais ça devrait vous plaire. Bonne soirée.